parole à Karine Lacombe, que tout le monde connaît, qui est infectiologue PEPH en infectiologie. Rendre hommage à ton courage, Karine, hein, à ta sincérité, ton courage et ton engagement. Tu as valu quelques petits ennuis quand même, mais bon, on était tous très solidaires pour soutenir ta sincérité, ton engagement. Le témoignage, c'est comment tu as vécu cette crise et la décision médicale, parce que là, c'est un autre niveau de décision de terrain. Comment tu as vécu ces moments difficiles? Bien, alors, c'est vrai que si je devais rapporter un peu comment est-ce que nous, les soignants, nous sommes positionnés par rapport à la décision politique, je dirais qu'en gros, il y a eu 3 périodes. Il y a eu la première période qui correspondait à la première vague, en fait, donc à l'appréhension de ce phénomène pandémique, hein, quel agent infectieux, quelle pathologie, à quoi ça ressemblait, comment nous on allait se positionner par rapport à ce qui arrivait. Et je dirais que là on a exécuté en fait la décision politique. On s'est mis en ordre de marche. Pour reprendre un peu des métaphores guerrières, on a créé des cellules de crise qui étaient elles-mêmes pilotées par des cellules de crise GH, donc nous cellules de crise locales, cellules de crise au niveau du groupe hospitalier, qui quelque part étaient aussi des émanations de la cellule de crise au niveau du ministère de la Santé. Donc vraiment dans un ordre de marche, on a exécuté. Tout en prenant en compte exactement ce qu'a dit Jean-François, c'était très intéressant sur ces 4 piliers dont il a parlé tout à l'heure, en particulier le doute. Et effectivement, dans toutes les décisions qu'on a appliquées, on a essayé de prendre en compte le doute par vraiment une gestion collective de la crise au niveau local. Par exemple, les RCP dont il parlait, ces réunions de concertation pluridisciplinaire, qu'on a mis en place dès le début du mois de mars, quand on s'est dit individuellement, on ne sait pas ce qui se passe, peut-être qu'en groupe, on sera plus fort. Et donc, on s'est réunis tous les jours. Par exemple, dans mon hôpital, on a revu tous les jours les cas de tous les patients qui arrivaient. Et on a décidé de façon collégiale le meilleur traitement, par exemple, comme ça, que alors que commençait à émerger une preuve scientifique qui était encore assez ténue, l'impact des corticoïdes sur la prise en charge de la maladie, eh bien nous on a vu très rapidement, de façon observationnelle, que ça avait l'air de marcher. Donc là il y a eu, je dirais, toute cette première vague, où on a exécuté en fait des décisions politiques qui venaient d'en haut, qui étaient prises aussi sur les conseils du conseil scientifique, dont on était assez proches, nous les infectiologues, mais également les internistes, parce que on était quand même, on émanait tous d'une même lutte collective ancienne qui était celle du VIH, des hépatites virales, donc on savait quand même comment on fonctionnait. C'était pas un terrain complètement inconnu. Et puis ensuite, il y a eu, alors peut-être que je reviendrai après, la façon également dont il a fallu qu'on se positionne rapidement sur quelque part contre l'obscurantisme et la captation du débat politique avec l'émergence d'un certain populisme scientifique qui nous a fait quand même beaucoup de tort à tous globalement. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième phase où là, on a essayé d'accompagner la décision politique, peut-être probablement aussi en cherchant à l'influencer quelque part, parce qu'on a essayé de faire remonter les besoins du terrain. Et c'est à ce moment-là que il y a eu une structuration de quelque part des citoyens dont faisaient partie les médecins. On a commencé à écrire des tribunes pour appuyer des opinions que l'on avait de remontée de terrain et dont on avait le sentiment que le pouvoir politique ne se saisissait pas assez. Donc il y a eu des tribunes, on s'est aussi structuré en collectif. Donc j'ai découvert ça, la puissance des réseaux sociaux pour constituer des collectifs et toucher de façon globale. Par exemple, Antoine et moi, on s'est retrouvés dans une stratégie où en fait on n'a pas été en relation directe, mais de façon indirecte, on s'est retrouvés les mêmes personnes qui se connaissaient dans le cadre d'une espèce de militantisme pour apporter des éléments qui venaient du terrain, qui venaient des citoyens, vers le politique. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a essayé de faire peser des prises de décision sur le port du masque dans les espaces clos. Ça, c'était au début du mois de juillet. Ensuite, fin août, début septembre, de faire remonter l'importance que l'on portait sur le fait que les enfants à l'école portent le masque, il ne fallait pas fermer les écoles, mais qu'il fallait que les enfants portent le masque. Vous voyez, tous ces types de décisions. Et donc, je pense que justement, là, l'émergence des citoyens dans la décision politique. Et puis, il y a eu, je dois dire, une troisième phase où, quelque part, on s'est un peu opposé
à la décision politique, alors sans s'opposer, on a aussi suivi parce que on a aussi le sens du collectif, mais il y a eu des décisions politiques contre lesquelles on avait une vision assez négative. Alors je dirais qu'il y en a eu deux. La première, ça a été la façon dont la politique vaccinale a été mise en place, et en particulier envers les soignants. C'est vrai qu'il a été extrêmement difficile pour nous d'expliquer dans les structures de soins que on n'allait pas vacciner les soignants, même les jeunes, qui depuis le début du mois de mars étaient en première ligne, étaient vraiment au front. On voyait qu'on allait affronter une troisième vague dont on commençait à percevoir l'importance. Et les plus jeunes, donc moins de 50 ans, ne pouvaient pas être vaccinés. Alors après, on comprenait absolument toutes les décisions. On n'avait pas beaucoup de vaccins, c'était une denrée rare. Il fallait vacciner les personnes qui étaient le plus susceptibles de développer des formes graves, de décéder, etc. Mais d'autres pays qui étaient dans les mêmes conditions que nous quant à l'accès aux vaccins, eux ont pris la décision qui était assez symbolique de vacciner les soignants, ceux qui étaient en première ligne. Donc là, je dirais que ça a été une des premières scissions que l'on a eues par rapport aux décisions politiques. Et puis la deuxième, ça a été celle justement de ce problème qu'on a eu de l'anticipation. On voit bien que le temps scientifique, le temps médiatique, le temps politique ne sont pas du tout les mêmes. Et on a l'autre chose qui fait qu'on s'est opposé, qui a créé une espèce de, alors je dirais pas une scission parce que le mot est un peu fort, mais une incompréhension. C'est quand il a été décidé à la fin du mois de janvier. Alors qu'on voyait arriver cette troisième vague, dont on sentait l'importance, en particulier en termes de morbimortalité. On voyait bien que depuis le mois d'octobre, on était en France en surmortalité par rapport à d'autres pays européens, et on se disait que là, on sacrifiait encore c'est ce que Jean-François appelait tout à l'heure cette de rupture anthropologique, hein. On sacrifiait les plus faibles, les plus âgés, au nom d'un maintien d'une activité économique dont nous, on voyait bien et commençait à émerger des données. Il y a eu un très bel article sur le Lancet qui a justement montré que cette stratégie de mitigation avait un impact négatif sur l'économie, contrairement à ce qui avait été avancé pour appuyer la décision de ne pas prendre de mesures de freinage à la fin du mois de janvier. Donc, je dirais qu'il y a eu dans les relations entre les soignants et le pouvoir politique ces trois phases. Alors, évidemment, on est dans un pays démocratique où on s'écoute aussi les uns les autres et on s'ajuste les uns les autres. Et je dirais qu'au final, on a quand même travaillé tous dans le même sens, qui était le sens qui était de sortir ensemble de cette crise sanitaire. Et ça n'a pas été, c'est pas une relation qui est, ça a été une relation où chacun a essayé de trouver sa place, de la garder, et puis aussi d'apporter ce qui permettait collectivement de sortir de la crise sanitaire. C'est un point d'équilibre effectivement difficile entre l'intérêt général économique et sociologique du pays et puis l'intérêt sanitaire et de préservation du système de santé. Je pense que ça a été un point important. Karine, juste une dernière petite question qui rejoint les questions que Pascal a posées à Jean-François. Comment on vit à titre personnel et à titre collectif au sens de l'équipe le fait d'être entraîné un peu à son corps défendant dans une sorte de biopouvoir par l'accès aux médias, voilà, tout azimut. Comment finalement, alors qu'on n'est pas préparé, on n'est pas fait pour ça, c'est pas notre métier. Comment est-ce qu'on gère cette hyper exposition dans un moment aussi difficile, un tel moment d'incertitude? Parce que je sais que tu l'as vécu. Juste, voilà, en quelques mots, ton expérience personnelle pour partager ça avec toi. Je dirais que ce que j'ai découvert avec les médias, ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, donc je m'excuse, j'ai l'impression que je me répète, mais les médias sont des ogres. C'est-à-dire que plus on va leur donner à manger, et plus ils vont vouloir manger de l'expert. Donc il en faut toujours. Donc à un moment donné, on peut avoir la stratégie de se mettre en recul, de dire moi j'interviens plus, c'est terminé. Sauf que si ceux d'entre nous qui portent plutôt une voie de raison basée sur le fait scientifique, décident à un moment donné d'arrêter d'intervenir dans le débat médiatique, le débat médiatique va être capté par des personnes qui ont besoin de la lumière des médias pour briller, et pas forcément des personnes qui ont une expertise sur le sujet. Beaucoup parce qu'ils ont un propre ego à flatter, parce qu'en même temps c'est valorisant d'être attendu dans les médias, etc. Et ceux qui ont du mal à prendre du recul par rapport à ça, vont capter le champ médiatique et peuvent être
à l'origine justement des fausses informations, parce que le public et le public non averti, et ce qui était le cas de la majorité des personnes, en particulier au tout début de la crise, eh bien attendent des. Jean-François encore parlait du doute tout à l'heure. Le doute est insupportable quand on est dans une situation de non sachant, et quand on est dans une situation de grande anxiété. Donc ramener de la raison, de la science et du recul dans un débat, enfin même pas dans un débat, mais dans une phase un peu d'obscurantisme où on cherche une espèce de messie qui va nous apporter la solution, c'est vrai que c'est très difficile, mais je pense que ça fait aussi partie de nos missions de pédagogues, d'enseignants et de scientifiques. Merci Karine.